Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. Il y a pratiquement un an, jour pour jour, mi-mars l'année dernière, le Royaume fermait ses frontières terrestres, aériennes et maritimes pour tenter de protéger sa population pour prévenir la propagation du Covid sur le territoire national. À l'instar d'autres pays, les autorités marocaines mobilisent toujours tous les moyens possibles pour y faire face. Aussi dure soit cette crise sanitaire, elle nous permet aussi de tirer les leçons, en particulier sur le volet social et économique. Où en sommes-nous un an plus tard? Quelles sont encore nos lacunes? Comment allons-nous parvenir à nous relever de cette épreuve? Que faut-il revoir et au plus vite, que ce soit pour la santé, l'éducation, l'emploi, notre jeunesse? Le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a fait plusieurs recommandations durant ces derniers mois. Quelles sont les secteurs à booster d'urgence? Eh bien, aujourd'hui, c'est son président que nous accueillons, ou plutôt qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Monsieur Ahmed Reda Chami, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre emploi du temps est des plus chargés. Je vais commencer tout d'abord pour rappeler à nos auditeurs ici et ailleurs, pour notre diaspora aussi, et on l'en remercie, qui nous suit chaque jour, le rôle du Conseil économique, social et environnemental. C'est peut-être important de rappeler, sa naissance c'était en 2011. Depuis, les Marocains suivent régulièrement en fait ces recommandations. Mais comment vous fonctionnez ? Écoutez, d'abord, c'est à moi aussi de vous remercier pour l'invitation, de m'avoir invité, et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici à Rabat. Alors, le CSE, effectivement, a 10 ans d'existence, donc il a été mis en place le 21 février 2011. Et 10 ans de dur labeur, je dirais, mais surtout de construction d'une véritable institution constitutionnelle aujourd'hui, qui débat, qui conseille, qui émet des rapports, qui critique, qui attire l'attention sur des sujets qu'on juge importants pour le Maroc et pour les Marocains. Et en fait, dans le Conseil sont représentée la société civile organisée. Et donc nous avons 5 catégories. Nous avons une catégorie qui représente les syndicats, une catégorie qui représente les associations professionnelles, une catégorie qui représente les ONG, donc les associations de la société civile, environnement, social et autres. Nous avons une catégorie qu'on appelle la catégorie des gens nommés par, si vous voulez, de BSEFA, c'est-à-dire par fonction. C'est par exemple Wali Bank el-Maghreb est représenté ici, le directeur général de la CNSS est représenté ici. Et nous avons une catégorie d'experts que nomme Sa Majesté. Et on traite des sujets soit par autosaisine, c'est-à-dire que le Conseil se saisit d'un sujet qu'il juge important, soit par saisine, et c'est vraiment la raison d'être, on est saisi soit par le chef du gouvernement, soit par le Parlement. J'allais vous demander, est-ce que le chef du gouvernement peut vous dire « Nous avons besoin d'un éclairage, ça ou ça, qui va vous emmener à faire un rapport ?» Oui, et nous avons déjà eu ça dans le passé. Par exemple, on a eu une saisine sur la réforme des retraites à un moment. Nous avons eu une saisine du Parlement dernièrement sur l'impact du Covid. Donc vous voyez, c'est vraiment notre raison d'être de pouvoir conseiller le gouvernement ou le Parlement sur des sujets particuliers. Sa Majesté aussi peut interpeller le Conseil, et donc à ce moment-là, par exemple le développement des provinces du Sud, le nouveau modèle pour le développement des provinces du Sud, eh bien, nous avons fait une autosaisine. Une fois qu'on a été interpellé par Sa Majesté, nous avons traité le sujet par ce qu'on appelle une approche extrêmement participative, où on fait des auditions, on écoute toutes les parties prenantes, que ce soit des citoyens, des experts, des organisations ministérielles. On travaille, on fait des débats en interne, des analyses, on fait du benchmarking. Et donc il y a une véritable intelligence collective qui s'est appropriée le Conseil. Et là, tout le monde est consulté. La société civile, les associations, les syndicats, tout le monde donne son avis avant publication de ce rapport. Vous le faites ensemble, en fait. Absolument, on travaille ensemble. Tout et après, on le vote en Assemblée Générale. Et je vais vous livrer un petit secret. C'est comme un parlement indépendant. Pardon ? C'est presque un parlement bis indépendant. Oui, dans certains pays au monde, ils appellent ça la troisième chambre, si vous voulez. Tout à fait. Donc nous, on n'a pas cette
Ça n'a pas été l'orientation, mais effectivement, sauf que nous avons un avis consultatif, alors que le Parlement, comme vous savez, a un pouvoir législatif. C'est la grande différence. Maintenant, j'allais vous livrer un secret. Mon ambition, c'est d'ouvrir le Conseil aux citoyens directement, donc demain, à travers une plateforme participative. On demandera aux citoyens de nous proposer des sujets, par exemple, d'autosaisine. Mais ce serait formidable. Oui, et donc on là, travaille dessus via le activement. digital. Via le digital. Oui, le digital, c'est votre dada. On va y revenir dans un instant. Tout le monde avait imaginé le pire pour nous, pas seulement le Maroc, mais l'Afrique. Et finalement, on s'en sort plutôt pas mal du tout. Ceci dit, cette pandémie a révélé nos lacunes. Et j'aimerais vous interpeller parce que vous avez fait un rapport et vous avez dit beaucoup de choses à ce sujet. C'est notre santé. Jamais nous n'avons été aussi préoccupés par notre santé. Nos lacunes, ce sont lesquelles ? Écoutez, c'est vrai que on peut dire déjà, et vous avez raison de le souligner, qu'on s'en sort pas trop mal. Alors malheureusement, nous avons un grand nombre, quelques milliers de nos concitoyens ont perdu la vie, et c'est toujours une perte pour leur famille, pour la société en tant que telle. Beaucoup de médecins qui étaient au front, malheureusement, et que Dieu les accueille dans sa sainte miséricorde. Maintenant, nous avons eu aussi un impact économique fort, énorme, qui n'est pas encore passé. C'est ça ce qu'il faut garder en tête. C'est pas fini. Si vous voulez, c'est pas fini, et donc 2021, malheureusement, peut nous révéler de mauvaises surprises de sociétés, d'entreprises qui ont été soutenues par l'État, parce qu'il faut le reconnaître aussi, l'État a fait un travail considérable avec, la mise en pour place se du fonds de tenir. solidarité. Exactement, du point de vue économique, du point de vue social. On a vu plus de 5 millions de foyers qui ont reçu une aide, etc. Ça, c'est ce qui va bien. Oui, mais ces entreprises qu'on a aidées en financement, en dette, c'est pas sûr que demain elles puissent se trouver en bonne santé, et il y en a même qui risquent de disparaître. Avoir les reins assez solides pour tenir. Absolument. Et donc ça, c'est une des lacunes qui a été révélée, c'est la fragilité de notre tissu industriel. Donc ça, c'est la première fragilité. Deuxième fragilité évidente, c'est la fragilité du système de santé. On l'a vu, il y a eu une mobilisation, il faut les remercier, mais malheureusement, ça a montré nos lacunes dans ce... Au niveau des infrastructures à tous les niveaux. Bien sûr, au niveau du service, le manque d'infirmiers, le manque de médecins. Si vous voulez, il y a des soins qui ont été interrompus sur d'autres pathologies pour donner priorité au Covid. Donc vraiment, il faut voir que ça a beaucoup... ces lacunes qui étaient là ont été mises en exergue, ont été révélées encore plus à la lumière de ce Covid. Troisième lacune évidente, c'est la protection sociale. D'accord ? Alors heureusement, vous avez vu, il y a une initiative royale dans ce sens-là. Nous aussi, c'était des recommandations qu'on faisait de généraliser la protection sociale. Ça va se faire. La loi va être votée en session extraordinaire au Parlement. Donc on avance sur ce côté-là. Après, l'histoire de financement, j'espère qu'ils ont bien prévu comment ils allaient financer tout ça. C'est quand même 51 milliards de dirhams par an. Donc, comment ça se finance ? Alors, une partie est financée par les cotisations. Je crois que c'est 28 milliards, si je me souviens bien, et 23 milliards, c'est de la solidarité. Donc, il faut que les 23 milliards de solidarité soient ponctionnés ailleurs. Peut-être demain, on sait qu'il y a beaucoup d'argent qu'on envoie aux entreprises publiques déficitaires. Peut-être qu'une partie peut venir de là, des économies qui peuvent être faites, de la fiscalité, une base fiscale qui s'élargit, donc plus de revenus, donc ça veut dire qu'on peut financer plus. Donc ça, c'est un point important. Autre fragilité qui était évidente, c'est le secteur de l'informel. Or, un pays ne peut pas se développer économiquement si on ne formalise pas l'emploi, si on ne formalise pas l'activité économique. Parce que, si vous voulez, d'abord, c'est une concurrence déloyale aux entreprises qui sont là. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de protection des gens qui travaillent dans ces entreprises-là, etc. etc. La sécurité, santé au travail, la santé au travail, voilà. Et autre chose. Mais alors attendez,
je vous interpelle parce que c'est vrai qu'on se dit que ça fait des années qu'on en parle de ce secteur informel. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi Parce que ce sont effectivement des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne bénéficient même pas de couverture sociale. On l'a vécu durant cette crise, où la fragilité terrible était en fait dans le secteur informel, tous ces gens qui n'étaient pas déclarés. Mais en même temps, j'ai presque envie de dire que ça fait 20 ans que ça dure et qu'on n'a pas tellement évolué. Oui. Alors, d'abord, il faut dire que ce n'est pas facile. Donc il faut reconnaître qu'intégrer un secteur informel, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il faut le faire. Donc il faut du courage politique pour le faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut manier, si je peux m'exprimer ainsi, et le bâton et la carotte en même temps. Qui va avec, oui. Nous avons la possibilité d'avoir la carotte, et le Covid l'a montré, c'est ces aides qu'on a données à ces gens-là. Donc leur expliquer que quand ils sont formalisés, l'État peut les aider en cas de coup dur. Donc ça, si vous voulez, c'est la carotte. Autre carotte, c'est de faire, et c'est ce qui est prévu dans la loi, c'est de leur demander une contribution. Et quand ils ont cette contribution, quand ils contribuent, eh ben, ils ont cette couverture. Et en plus, on ne les embête plus, parce que ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a des coûts indirects, parce qu'ils sont obligés parfois de donner des faveurs à X ou à Y pour qu'ils restent protégés dans leur système informel. Quelquefois, c'est une histoire de charges trop importantes pour eux, où ils se disent on n'y arrivera pas, on n'aura pas la trésorerie suffisante, parce que quelquefois, ce sont des petites infrastructures, et vous le savez, parce que vous avez été ministre du Commerce, de l'Industrie, tout ce monde, vous le connaissez bien, mais en même temps, si on ne les protège pas, si on ne provoque pas mise en place d'aide, on a vécu un drame terrible, qui est celui de Tanger, qui aurait pu être évité. Là aussi, au niveau du Conseil économique, social et environnemental, vous aviez fait des recommandations. Parce qu'on a vraiment un autre problème qui peut être encore plus dramatique. On parle, je crois que les derniers chiffres datent de 2018-2019, qui parlent de 2000 décès par an, si je ne me trompe pas. Là, il faudrait quand même qu'on mette l'accélérateur, non ? Non, alors ça, si vous voulez, la santé et sécurité au travail, d'abord, c'est un droit du travailleur. Quand un travailleur, une travailleuse sort le matin pour aller au travail, la moindre des choses, c'est qu'ils se disent que je vais rentrer sain et sauf quand je reviens chez moi. Et donc ça, c'est des conditions que toute entreprise doit instaurer à l'intérieur du lieu de travail pour que la santé physique, je dirais l'intégrité physique de ces gens soit respectée. Excusez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Non. Alors, c'est pour ça que nous, on a dit, il faut, que cette loi cadre, d'accord, qui est là depuis 10 ans, d'accord, sorte enfin pour, je dirais, réglementer tout cela. Qu'est-ce qui bloque ? Pourquoi depuis 10 ans, elle a pas avancé ? Parce que ça apparaît dans votre texte, dans votre dernier rapport, où vous tirez la sonnette d'alarme en disant « ça fait 10 ans », et vous nous le répétez à l'instant. Oui. Pourquoi ça traîne ? Vous savez, il y a beaucoup de lois qui traînent. C'est quand même nos vies. Non, mais je suis d'accord, et c'est pour ça que quand je parlais de courage politique pour l'informel, ça peut être vrai aussi pour n'importe quel autre sujet. Et donc, il faut que les gens se mettent d'accord. C'est un processus législatif qui parfois peut prendre du temps, mais là, franchement, il a pris trop de temps. D'ailleurs, à quelque chose malheur et bon, autant peut-être améliorer cette loi cadre à la lumière de nos recommandations, de ce qui a été proposé. On a aussi dit qu'il fallait que les maladies professionnelles, d'accord, soient qu'on protège je dirais le salarié contre les maladies professionnelles, parce qu'aujourd'hui on parle juste des accidents de travail, mais on ne parle pas des maladies professionnelles. On a proposé une chose qui nous semble importante, c'est que dans cette logique de santé et sécurité de travail, il faut revoir tout le système. Aujourd'hui, nous avons quelques embryons de ce système qui fonctionnent. Nous avons plusieurs ministères qui surveillent cette santé et sécurité. Nous avons bien sûr le ministère de l'Emploi, mais nous avons aussi des choses qui se trouvent chez l'agriculture, chez la pêche, chez d'autres, etc. Donc nous, on a dit qu'il faut regrouper tout ça dans une seule agence, qui relèverait le chef du gouvernement. Et sous cette agence, il y aurait 2 organismes. L'INCVT, c'est l'Institut national de la condition de vie au travail. C'est un institut que, quand j'étais ministre de l'Industrie, je l'avais mis en place.
parce que, et j'en étais très fier, parce que c'était vraiment pour moi une action sociale extrêmement forte que de se soucier de la vie et je dirais des conditions de vie au travail. Et donc l'INCVT peut continuer à faire de la sensibilisation, de la formation, de changer la culture, je dirais, avec les entreprises. Il y aurait aussi un observatoire qui remonterait toutes les données, mais l'agence serait en charge de la stratégie, serait en charge de l'application de cette stratégie. Et on regrouperait tout le monde sous cette structure. Et dernier point qui nous semble extrêmement important, c'est la formation. Si vous ne formez pas assez de personnel qui va s'occuper de la santé et la sécurité au travail, vous n'y arriverez pas. On a besoin de beaucoup plus de docteurs en médecine du travail. Il y en a 1400 aujourd'hui au Maroc. Voilà. Alors, quand, en préparant cette émission, voilà, j'ai creusé un petit peu les chiffres, mais c'est énorme. Alors, 1400 à l'échelle nationale, oui. Alors qu'en termes de chiffres d'entreprises, 1 800 000 entreprises. On a envie d'hurler quand même. Absolument. Parce qu'un médecin dans le cadre du travail, ça paraît... Vous parlez de formation. Pourquoi on n'essaie pas aussi de former... je ne sais pas pourquoi on en revient finalement au secteur de la santé quelque part. Mais 1400 médecins, 1 800 000 entreprises. Et c'est pour ça que, comme je dis, il y a deux choses à faire. On ne peut pas faire plus que cela. 1, former plus. Et 2, s'assurer qu'on partage ces ressources d'une manière plus efficace, plus efficiente. Et donc c'est pour ça qu'on disait qu'il faudrait que des petites entreprises se mettent ensemble pour pouvoir partager les services d'un centre, je dirais, on peut l'appeler, ou d'une entreprise de santé et sécurité au travail. Vous parlez là d'innovation depuis tout à l'heure, vous disiez peut-être la création qui verrait le jour d'une plateforme digitale pour solliciter en fait les citoyens marocains qui puissent eux-mêmes interpeller en fait le Conseil économique et social. Alors sur le volet de l'innovation, j'aimerais bien qu'on en parle parce que vous parlez d'une politique nationale de transformation, vous parlez même de l'importance, et ça je l'ai bien retenu, de la mise en place d'une instance de coordination. Oui. Pourquoi, pour qui et comment ? Alors, d'abord, si vous le permettez, l'instance de coordination est un aboutissement. Si vous voulez, c'est la conséquence de toute une réflexion. Et si vous le permettez, je vais commencer juste un peu avant. Si on veut parler d'innovation, il faut que les gens veuillent innover. Il faut que les gens aient ce réflexe d'aller vers cette innovation. Et donc, ça commence à l'école. D'accord ? Et donc, il faut qu'on ait une pédagogie, qu'on a appelée une pédagogie de l'innovation, une pédagogie, si vous voulez, de la curiosité, etc., pour qu'il y ait des vocations qui se créent. Donc ça, c'est la première des choses qui est importante. Ensuite, ça veut dire que ça, c'est quelque chose que vous avez partagé avec le ministère de l'Éducation nationale ? Bien sûr. Alors nous, oui. Quand on fait nos rapports, d'abord on fait une restitution publique de nos rapports, c'est-à-dire toute personne qui a contribué avec nous. Vous privilégiez le public avant que ce soit remis au gouvernement ? Non. Vous donnez la priorité ? Dès qu'on établit notre rapport, dès qu'on le vote, on envoie une copie, j'envoie une copie personnellement au chef de gouvernement et au président des parlements et bien sûr à Sa Majesté. Et en même temps, on prévoit une séance de restitution où on invite toutes les parties prenantes qui nous ont accompagnés pour l'élaboration du projet. Parce que quand on vous écoute, vous n'êtes pas censé savoir, ou vous ne savez pas, qu'est-ce qui va sortir à la fin dans ce rapport. Et donc on vient vous faire part, on vient vous restituer ce qu'on a collecté, ce qu'on a analysé, ce qu'on a proposé. Et donc ça, je sens, quand on fait ça, donc clairement que le ministère de l'Éducation nationale, à travers sa branche enseignement supérieur, c'est sûr, et on les a invités, et donc on a restitué, bien sûr, nos recommandations. Et donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui me semble fondamentale, il faut que vous le compreniez, une fois qu'on a dit, on a créé des vocations, il faut que, au niveau de l'enseignement supérieur, que l'autonomie de l'entreprise, de l'université soit bien actée pour permettre un échange fructueux entre les entreprises, qui doivent être des entreprises en demande d'innovation, et les enseignants-chercheurs qui sont dans l'université. Et si on n'a pas une vraie autonomie, on n'y arrivera pas. Si on n'a pas un changement du statut du chercheur,
on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et c'est là où j'en viens à cette instance, on se dit, maintenant, une fois qu'on a dit, voilà, on a les mécanismes, comment on concentre notre argent public. Donc cette instance de régulation ou cette instance qui est là, qui va favoriser plus un secteur qu'un autre, parce que malheureusement nous n'avons pas les moyens pour faire de l'innovation partout. Donc il faut que notre innovation ou notre recherche et développement soit appliquée et aille vers les secteurs que nous avons considérés comme des secteurs où le Maroc peut jouer un rôle important dans l'avenir. L'automobile, par exemple, puisque tout le monde parle de l'automobile. L'aéronautique. L'agro-industrie. Dieu sait ce qu'on peut faire. Les énergies vertes. Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez, il faut qu'on oriente nos budgets vers ces axes-là. Et donc, cette instance peut le faire en faisant des appels à projets, en s'assurant que l'université travaille bien avec l'entreprise, en s'assurant que les budgets qui sont collectés, soit nationaux, soit internationaux, aillent bien dans ce genre de secteur. Et dernier point sur l'innovation, il ne faut pas l'oublier, quand vous faites de l'innovation, c'est risqué, il faut arriver à encourager les startups par un cadre juridique intéressant, par du financement intéressant, On ne peut pas demander à un entrepreneur d'aller faire de l'innovation en prenant le risque tout seul. Ce n'est pas possible, ça n'existe dans aucun pays au monde. Et donc, il faut qu'on ait des budgets pour aider ces entrepreneurs-là à aller dans ces sujets innovants. Et la moindre des choses, Adaful Iman, comme on dit chez nous, c'est le crédit impôt recherche sur lequel on dit, nous, de CSE, il faut réinstaurer le crédit impôt recherche pour les entreprises qui existent déjà. Je sais qu'il y a eu des abus avant, parce qu'on utilisait ce crédit impôt recherche pour aller faire autre chose que de l'innovation, mais on n'a qu'à bien contrôler, mais réinstaurer. Et cadrer tout simplement. Bien sûr. Et cadrer. Alors l'innovation, en fait, elle est importante, mais le social au sein des entreprises aussi. Il y a déjà 10 ans, dans une interview que vous aviez faite d'ailleurs avec Radio 2e, vous mettiez en avant l'importance du social dans l'entreprise, ce que l'on appelle aujourd'hui la RSE. Est-ce que vous ne croyez pas? Vous parlez de formation, l'innovation, la santé, on en parlait tout à l'heure, de l'emploi, de la jeunesse, on va y venir aussi. Finalement, la RSE réunit tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au Maroc, ça s'impose, que les entreprises devraient être accompagnées pour qu'elles aient des départements de responsabilité sociale? La réponse est dans votre question, puisque vous avez dit qu'on a fait cette interview il y a 10 ans, ouais, et que j'avais parlé de cette... C'était votre souhait. D'accord, oui, c'était mon souhait, et ça le demeure, bien sûr. Moi, je pense qu'une entreprise n'est pas là que pour faire des profits. C'est bien qu'elle fasse des profits, parce que sinon elle ne peut pas faire de social, mais elle doit être aussi socialement et environnementalement, je dirais, engagée, responsable. Et Dieu sait qu'une entreprise qui arrive à impacter positivement son environnement, et je dirais environnement, pas qu'environnement naturel, mais son environnement social, d'accord, peut devenir demain beaucoup plus rentable encore. Parce que quand vous prenez, et je peux donner des tas d'exemples, vous prenez des entreprises qui s'assurent que, par exemple, les enfants de leurs employés vont dans une école, d'accord, qui a les moyens pour bien les éduquer. Et bien, vous ne pensez pas que ces employés-là vont être plus productifs? Mais bien sûr que oui. Quand vous assurez que c'est des entreprises, et je les vois qui le font, qui sont en train d'impacter la culture, d'accord, par les arts, par d'autres formes je dirais, d'expression, d'accord, eh bien, ça impacte un environnement positivement. Et donc, vous avez des gens qui sont plus épanouis et qui travaillent mieux. Quand vous avez des entreprises, et ça, à la limite, je dirais, c'est un devoir, qui s'assure que l'environnement dans lequel elles travaillent, et je parle de l'environnement naturel, n'est pas pollué, n'est pas, parce que ça il faut pas être, moi je fais même pas rentrer ça dans la RSE, c'est un devoir, comme j'ai parlé tout à l'heure de santé et sécurité au travail, d'accord, de médecin de travail, c'est un devoir qu'on respecte le sol sur lequel une usine est construite et qu'on n'envoie pas des déchets dans la nappe phréatique, si vous voulez. Ça, on n'est même pas dans la RSE. Donc voilà, et je pense que vraiment, beaucoup de choses sont à faire et on peut le trouver au niveau, un autre exemple, c'est le sport.
Si vous avez des vous avez entreprises... soutenu, bien évidemment. Et vous avez soutenu d'ailleurs une très belle initiative, qui était quand même une initiative assez inédite, Intilaka, qui vous ont même donné la promotion. Vous avez eu quand même, s'il vous plaît, une promotion à votre nom quand même. Oui, j'ai été très fier et j'ai été le parrain de cette promotion. C'est la première promotion. C'est une association qui fait un travail magnifique, qui s'appelle Tibu, et qui croit en la réinsertion par le sport. Et en fait, si vous voulez, il y a l'épanouissement par le sport et la réinsertion par le sport. L'épanouissement par le sport parce qu'ils vont dans les écoles de l'éducation nationale avec qui ils passent un partenariat. Et puis, ils prennent les petits qui sont dans ces écoles-là, pas tous, mais une partie de ces petits, et ils leur font tout le programme de sport. Et on s'est rendu compte que ces élèves-là avaient de meilleures notes que les autres petits qui ne faisaient pas de sport. Et le programme Intelaka, lui, il s'intéresse à des jeunes qui ont quitté, qui sont sans emploi, et qu'on réinsère à travers le sport par une formation, ensuite qui trouvent un travail dans le sport. Juste un chiffre. Qui finance ? Alors, ils ont des parrains, ils ont des sponsors, ils ont peut des être des sponsors entreprises. marocains, étrangers, des entreprises, des organisations internationales, etc. Et franchement, moi, je trouve que c'est absolument fantastique ce qu'ils font. Mais c'est un point important. Vous savez, aujourd'hui, entre les jeunes de 15 à 29 ans, ce qu'on appelle les NEET, qui ne sont pas employés, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas je dirais, not employed, educated or trained, il y a 2,8 millions de jeunes qui sont inactifs. D'abord, c'est un désastre, si vous voulez. C'est triste. Vous avez, ce qu'on appelle votre population active qui peut demain produire, qui est là sans espoir, et c'est dangereux. D'accord ? Et donc, il faut arriver à donner de l'espoir à ces gens-là. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la réinsertion, mais d'abord, quand on réfléchit, il faut renforcer leurs compétences. L'école de la deuxième chance. Le 1337, vous avez entendu parler de cette superbe école de coding. Je vous ai parlé de l'expérience qu'on a faite, nous, en 96, avec Microsoft, sur la formation de jeunes, etc. Donc, on peut, par les technologies, vous savez, il y a une telle demande dans le monde, je suis sûr qu'on peut former, et je mettrai ma main à couper qu'on y arriverait, des dizaines de milliers de personnes sur les technologies de l'information. Mais peut-être via des parrainages, comme cette initiative, avoir juste des parrains des entreprises qui financent et qui permettent, en fait, et comme vous l'avez fait, et vous le dites avec Microsoft, juste avec ce capital chance, offrir une chance. Bien sûr, et c'est ça. Et l'OCP l'a fait très bien avec son école 1337. D'accord ? La formation professionnelle. D'accord ? Donc, si vous voulez, renforcer les compétences est important, et il faut créer de l'emploi. Et sur la création d'emplois, et c'est là où on va retrouver Tibu, il y a bien sûr l'emploi normal créé par le marché, l'offre et la demande, les secteurs industriels qu'on a lancés, qui continuent à se développer, d'autres secteurs demain, les énergies vertes, ce qu'on appelle l'économie de la vie, dont on va parler à Thalys, si vous voulez, suite à ce Covid, mais aussi l'économie sociale. Et Dieu sait qu'on peut... Alors, en France, ils appellent parfois les emplois aidés. Mais nous, si vous assurez que des associations arrivent à faire, par exemple, de l'assistance aux personnes âgées, arrivent à faire de l'économie circulaire, le sport, la culture, eh bien vous pouvez employer demain, offrir une opportunité à ces NEET qui est considérable. Et bien sûr, le dernier point, il faut les épanouir, donc la culture. Il faut les payer aussi, oui. Les aider financièrement. On voit partout des formations qui commencent à naître, je parle de nos pays voisins en Europe, des formations en fait qui sont rémunérées. Non seulement on lui apprend, on lui ouvre l'esprit, le sport y est, effectivement parce que le bien-être, et notamment dans certaines entreprises, la RSE, mais quelque chose qui est presque devenu obligatoire. Je veux dire, on n'est pas une bonne entreprise si on n'insère pas tant de jeunes. Ça pourrait voir le jour chez nous ? Oui, pourquoi pas, si vous voulez. Parce que ça, c'est mais compliqué vous savez, à mettre en place. Vous savez, déjà, il faut rester pragmatique. Si vous demandez à une entreprise qui a des difficultés financières ou qui n'est pas en difficulté financière, mais qui n'a pas beaucoup de marge, de recruter des gens, d'accord, donc des salaires en plus, etc., le modèle ne va pas marcher. Par contre, si vous les aidez, par exemple, au départ,
en enlevant, et il y a des programmes d'ailleurs comme cela, hein, d'accord, Des contrats toutes les de stagiaires charges, rémunérés, bien des sûr. stagiaires, etc. Des facilités. Je pense que vous mettez un pied à l'étrier Ben oui. à ce jeune, Et vous le donc formez. vous le formez, et donc c'est une chance de partir. Et vous le projetez déjà et- pour l'avenir et même pour votre propre entreprise. Absolument. Et donc, vous avez raison, la prochaine fois, j'ajouterai, quand je vous ai dit le renforcement des compétences, c'est ce qu'on appelle peut-être l'apprentissage ou, si vous voulez, l'alternance qui Exactement. peut donner cette opportunité à ces jeunes. Je suis absolument d'accord avec vous. Alors nous sommes le lundi 8 mars. Vous savez bien que vous n'alliez pas y échapper, bien évidemment. Journée mondiale des droits des femmes et non pas journée de la femme. Moi, à chaque fois, je frappe quand je reçois un bouquet de fleurs. Vous avez raison. Parce que cette journée pour beaucoup de femmes, en fait, c'est un hommage à toutes celles qui se sont battues pour nous. Est-ce que vous en avez pas marre? Et là, je vais vous demander d'enlever un petit peu la casquette du président du CESE. Pour reprendre votre casquette de Ahmed Reda Chami, est-ce que ça vous énerve pas de voir tous les ans, quand on parle de la femme, de parler seulement des violences faites aux femmes? Et quelle est pour vous la place de la femme au sein de cette institution? Alors, d'abord... Je vous le demande d'abord à titre personnel, Non, ensuite vous avez raison, à titre de vous avez raison. président. Et je crois que vous allez retrouver les mêmes positions à titre personnel ou à titre de président. Effectivement, il y en a ras-le-bol, comme vous dites. Et il faut qu'à un moment, on ne célèbre plus le 8 mars, si vous voulez. Il faut que chaque jour soit le jour de ce que j'appelle l'application effective des droits et des libertés des femmes. Il faut Voilà, que ce soit le calendrier normal, si vous voulez. Vraiment. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je continuerai moi-même à militer pour que ça devienne une réalité un jour. Maintenant, alors, vous savez, on a pris l'habitude de faire cet exercice, de dire toujours, on commençait à en dire, oui, mais il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient, etc. Et c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité, d'accord. Si on regarde depuis les années 2000, il y a eu le code de la famille qui a été franchement... C'est pour ça que une je avancée disais que ce doit extraordinaire. être marqué et rappeler toutes ces femmes qui se sont battues Oui. pour nous toutes, que ce soit dans les années 50, 60, et on doit leur rendre hommage, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne pensez pas... Je vais bifurquer ma question. Vous faites des recommandations, vous en avez fait obligatoirement pour le nouveau modèle de développement qui sera présenté très, très, très prochainement. Parmi les urgences aujourd'hui, est-ce que la femme apparaît en bonne place? Écoutez, nous on a fait La parité le nouveau modèle, effective. le nouveau modèle de développement vu par le CESE. D'accord, qui est un rapport qu'on a publié fin de l'année dernière. Oui, oui. Non, avant, Ça fin fait- 2019. Fin 2019. Ça fait un petit moment, Fin hein, 2019. parce que Fin vous avez été 2019. pratiquement parmi les premiers. Fin 2019, nous l'avons publié. On avait 8 grands choix. Et l'un des grands choix, c'était la femme, le rôle de la femme. Parce que, d'abord, on n'a pas besoin d'être un grand philosophe pour comprendre que si vous avez la moitié de votre population qui est exclue, eh bien, excusez-moi, vous amputez d'un bras. Moi, je dis, si je peux applaudir, j'applaudis avec deux mains, je ne peux pas applaudir avec une seule main. Or, vous savez, quand on regarde le taux d'activité féminin, en 2020, moins de 20%. Oui, Une femme sur 5 c'est travaille. une chute terrible. Comment voulez-vous vous développer? J'ai parlé tout à l'heure de l'informel. Pour la femme, c'est pire encore. Si vous voulez que les femmes, si on ne les intègre pas, nous ne nous développerons pas. Nous ne nous développerons pas. Et ça c'était en très bonne place dans les recommandations Oui, que vous avez fait du rapport pour le absolument. nouveau modèle de développement. Absolument. En tant que CESE, ça figurait l'un des 8 grands choix. C'était la parité de la femme, le rôle de la femme, la parité, l'effectivité des droits, l'intégration. Alors nous, on avait dit des femmes épanouies qui sont intégrées, qui jouent pleinement leur rôle dans le développement économique du pays. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes au Conseil économique et social. Vous avez envie des fois de taper du poing et de dire ça va pas assez vite. Et quand vous donnez en fait vos recommandations, puisque on va terminer par avec quoi nous avons débuté, à savoir le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, quand vous présentez vos rapports, est-ce que vous dites mince, ça avance pas là?
Franchement, je pense, vous savez, mais peut-être que moi, on me connaît, je suis un impatient, d'accord. J'ai pas osé le dire. C'est un petit Oui. peu pour ça. Oui, moi, je pense qu'on n'avance pas assez vite, d'accord. Mais bon, et je pense qu'on peut faire mieux. Franchement, je pense qu'on peut faire mieux. Maintenant, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas, des raisons principalement politiques que je ne vais pas aborder dans cette interview, mais on peut faire mieux. Ça, c'est évident. Et parfois, ce qui est très frustrant, c'est qu'on se dit il y a des recommandations que nous faisons qui peuvent facilement être implémentées, si vous voulez, qui ne demandent pas beaucoup d'investissement public, etc. Et vous, si vous le permettez, quand on a parlé de la femme, mais le fait de dire, voilà, elles doivent être intégrées, il faut dire aussi, qu'est-ce que vous faites pour qu'elles s'intègrent. Donc, si vous voulez, nous, on a regardé, on a dit pourquoi les femmes ne sont pas intégrées. Alors, ou pourquoi les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore, l'année dernière, 2019, une femme sur deux a dit avoir subi une violence. Alors, physique, mentale, etc., à tous les niveaux. C'est pas acceptable. 2018, 30 000 autorisations pour mariage des mineurs, mariage d'enfants, ce que nous on appelle mariage d'enfants. Donc c'est vrai qu'on a avancé sur le code de la famille, c'est vrai qu'on a commencé sur le code de la nationalité. Vous savez que la femme marocaine peut donner sa nationalité, ce qui n'existe même pas au Liban, dans les pays arabes. Donc il y a des choses, franchement. Non, il y a des avancées indéniables. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Si on prend le train en marche, il faut que le train continue d'avancer. Absolument. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que d'abord, on assure l'effectivité des droits et des libertés des femmes. Et pour ce faire déjà, il faut juste qu'on mette en adéquation notre arsenal juridique, législatif, avec ce que dit la Constitution, avec les conventions internationales qu'on a ratifiées. Déjà ça, c'est fondamental. Voyez ? Et donc, deuxième des choses qui me semble très importante, vous voulez que les femmes soient représentées dans des instances, elles sont plus représentées, mais demain, vous conditionnez l'appui budgétaire du gouvernement, de l'État, aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, un minimum de représentativité défini de 30%, d'accord ? Avant que je vous donne une part du budget. Eh bien, je vous parie qu'il y aura au moins 30% de femmes. D'accord ? Autre chose, vous regardez quels sont les obstacles. Pourquoi la femme ne va pas travailler ? Elle ne va pas travailler parce qu'elle ne trouve pas de crèche pour mettre les enfants. Il faut mettre des crèches. Elle ne peut pas travailler parce qu'il y a des horaires, je dirais des écoles qui ne correspondent pas. Donc, il faut faire un horaire continu. Elle ne va pas travailler parce qu'il y a un problème de sécurité dans les bus. Il faut arranger la sécurité dans les bus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à notre portée, où on peut avoir un véritable impact pour changer les mentalités. Et ça aussi, c'est très important, il faut travailler sur les cultures, pour que la femme ne soit pas enfermée dans ces stéréotypes. Et là aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout démarre à l'école. Merci infiniment de cet entretien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter que votre journée soit belle. Merci à vous aussi, ça fait un plaisir de discuter avec vous. Également. Merci à vous. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Faites entrer l'invité. Vivre avec vous.